nouveau, euh, cette nouvelle session Computerland consacrée à tout ce qui est cloud privé et Azure et surtout les différences et les avantages comparés des uns et des autres. Avant toute chose, je vais passer la parole à mon collègue Quentin Billet pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Donc, bonjour à tous, nous sommes partis sur une formule Teams de type, on va dire, classique, où il y aura potentiellement plus d'interactions qu'un live meeting. Par défaut, mon collègue Nicolas va couper tous les micros si ce n'est déjà fait. On pourrait en effet à la fin démuter pour la session des questions. La présentation sera évidemment envoyée ainsi que l'enquête de satisfaction à l'ensemble des personnes présentes. Le chat est vraiment dédié pour les questions si vous en avez pour l'instant en live. Sinon, à la fin de la session, on va garder quelques minutes pour cette partie-là. Et si vous souhaitez poser une question autre que via chat, l'adresse mail operations avec un s @computerland.be est dédiée à ça. Et sinon, a priori, notre collègue Nicolas Etienne essaiera de répondre effectivement en live aux différentes questions que vous pourriez avoir. Alors, le slide forcément de présentation de Computerland, je vais faire très vite. La plupart d'entre vous nous connaissent déjà, donc je vais faire court. Computerland est donc une société familiale avec environ 40 ans d'expérience dans le secteur des services liés à l'IT en général. Nous sommes forcément très alignés sur le stack Microsoft de façon générale. Et nous sommes actifs sur la Belgique, le Luxembourg, avec 3 localisations principales. Depuis, je dirais, début juin, fin mai, nous avons également rejoint la grande famille du groupe NRB, ce qui nous ouvre des perspectives d'évolution encore plus intéressantes qu'avant. Donc voilà, c'est la principale petite nouveauté. Ce que nous faisons de façon globale, encore une fois de façon très liée au stack Microsoft globalement, c'est de façon historique évidemment de l'infrastructure et du cloud, de la gestion des environnements utilisateurs avec la notion de Modern Workplace, mais également nous avons évidemment toute une division qui fait de la gestion de tout ce qui est Dynamics 365 dans le stack Microsoft, que nous appelons Business App. Donc ça, c'est de l'ERP, du CRM, du Power Apps. Sur tout ça, nous avons évidemment toutes des notions de gouvernance et de support. Et je m'en voudrais d'oublier également le dernier grand pilier qui est Data and AI, qui est vraiment la gestion des données chez nos clients dans des environnements soit cloud, soit on-premises. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment rapide, mais pas trop. Très bien. Donc, d'un point de vue intervenant, donc moi-même, Quentin Billet, ça fait plus ou moins bientôt 10 ans que je travaille pour Computerland, depuis début de cette année sur le site luxembourgeois. Ma tâche principale est le cloud au général. La partie 365, évidemment, est inclue dans cette partie-là. Et je suis l'une des nombreuses personnes qui va pouvoir vous aider à mettre en place une logique, une évolution vers le cloud. Merci Quentin. Quant à moi, je suis responsable des aspects avant-vente chez Computerland, avec un focus et une expérience toute particulière dans tout ce qui est infrastructure classique et cloud privé et public. Donc moi, mon rôle sera de surtout me concentrer sur les aspects architecture globale, de façon moins précise évidemment que Quentin, mais après de vérifier que les choses soient en phase avec les besoins des clients, donc de vous, et de faire en sorte que vous ayez une solution qui financièrement tienne la route, et de faire tous les petits calculs et les offres qui vont avec. Merci Philippe. Concernant l'agenda aujourd'hui, c'est comme le journal parlait, il y a toujours un volet Covid, donc on ne va pas y échapper ici aussi. Le second élément, évidemment, les concepts d'infrastructure à ce service, plateforme et software à ce service, les 3 grands piliers cloud, certainement connus pour la plupart d'entre vous, on va juste refaire un petit review. Comparatif entre le cloud privé et public,
avec une orientation strictement Computerland dans ce cas-ci. La sécurité dans le cloud, pourquoi et surtout le comment. Est-ce qu'il y a réellement des problèmes de sécurité? Donc on va en discuter ensemble. L'offre de Computerland, ce qu'elle apporte d'innovant par rapport à tout ce que l'on peut voir sur le marché à l'heure actuelle. Évidemment, on va donner des exemples de ce que l'on fait, de ce que l'on fait correctement et de l'avantage pour les clients d'être passés dans des solutions de type cloud, aussi bien cloud privé que cloud public. Le nerf de la guerre, l'estimation budgétaire et surtout la partie questions et réponses. Voilà, merci Quentin. Donc, le volet Covid, l'état des lieux, la météo sanitaire du moment. Bon, rien de nouveau. Nous avons cru il y a quelques mois que nous rentrions dans un nouveau monde. Eh ben, aux dernières nouvelles, on y est toujours. Donc, ça va un peu mieux, ça va moins bien, ça fluctue. Le fait est que le travail était une facilité, c'est devenu une nécessité, et a priori, ça le reste encore beaucoup. Donc, à mon sens, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, vous pourrez nous donner votre sentiment peut-être par chat. Je ne sais pas exactement comment ça se situe dans vos différentes entreprises, mais de ce que je peux constater, le provisoire a une petite tendance à devenir définitif pour toute une série de choses, et notamment le télétravail. En pratique, nous avons reçu dans les derniers mois des témoignages de clients qui nous disaient à quel point ils étaient réellement satisfaits, voire plus que ça. Je disais donc, le Covid est avec nous probablement pour encore, dans le meilleur des cas, je pense, 6 bons mois. Le provisoire est devenu, hélas, un peu définitif. Donc, le télétravail continue à devenir une certaine norme pour beaucoup d'utilisateurs. N'hésitez pas à donner éventuellement votre feedback dans le cadre de la discussion. Et que nous avions reçu des témoignages lors de la période la plus compliquée du Covid de clients qui avaient été vraiment extrêmement satisfaits du fait d'être en cloud parce que cela leur avait permis de continuer une activité quasiment transparente en télétravail ou pas. Donc ça, c'était une des raisons pour laquelle nous voulions faire ce séminaire. Donc, nous allons repasser rapidement sur les concepts. Voilà. Donc, pour la partie concept, je vais d'abord revenir un step en arrière, qui est la partie on-premise. Sur un event cloud, c'est un peu étonnant de parler de on-prem, mais il faut de toute façon ne pas oublier que ça existe et que ça continuera certainement à exister. Une solution on-prem reste valable, mais dans le cas, par exemple, de l'infrastructure actuelle, dans le cas du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû mettre en place des solutions de remote working, de télétravail, et surtout avoir une haute disponibilité. Et c'est là que le cloud va pouvoir vous aider dans cette mise en place. Le cloud, en gros, dans les grandes lignes, va être l'externalisation des données hors site. Ça, c'est vraiment le jalon du cloud. C'est le fait de prendre ces données, de les mettre autre part que dans le bâtiment. Le premier pas restera de l'infrastructure as a service, c'est-à-dire qu'on va les mettre des machines virtuelles. Elles vont tourner comme si elles étaient en on-prem, mais à l'extérieur du site. L'extérieur du site sera chez un cloud privé ou public. Vous allez consommer une machine virtuelle. Vous n'allez pas consommer un stockage spécifiquement. Vous allez devoir gérer la partie clustering, gérer la partie networking derrière non plus. Tout ça va être délocalisé. La responsabilité de cette partie-là va être délocalisée chez un prestataire. Dans le cas d'une infrastructure as a service de type privé, ce sera chez un Computerland par exemple. Donc on va avoir une équipe data center qui va gérer toute la partie de complexité infrastructure pour vous. Et vous, vous allez consommer la machine virtuelle. Dans le cas du public, c'est même pas Computerland qui gère cette côté-là, c'est les grands acteurs qu'il y a sur le marché, que ce soit Amazon, Microsoft et tout doucement Google qui arrive.
Le plateforme as a service va être un cran en moins de gestion pour vous. Ce sera par exemple de la consommation d'un SQL as a service. Donc, vous allez consommer une base de données, mais pas toute la complexité de la gestion du SQL. Donc la partie redondance, la partie backup, la partie disponibilité, la partie update, toute cette partie-là sera gérée par Microsoft. Dans la partie software as a service, je vois que vous êtes tous connectés sur Teams, personne n'a rejoint le meeting via un téléphone. Teams est un software as a service. Exchange Online est un software as a service. Vous allez consommer une ressource, un élément mail, sans avoir la gestion de l'Exchange, sans avoir la gestion du serveur Windows derrière, et encore moins de la publication. Donc voilà les grands piliers, les 3 grands axes qui existent sur le marché. Vous verrez certainement dans la nomenclature sur les sites internet quelque chose à ce service. Et voilà, c'est le packaging qui est derrière, c'est la responsabilité en moins pour le client ou le prospect. Donc, si je comprends bien, Quentin, on pourrait résumer ça. On-premises, IaaS, plateforme de service, software de service, c'est dans les 4 concepts de façon graduelle, de moins en moins d'implication en termes de gestion de la part du client. Tout à fait, tout à fait ça. Impeccable. J'avais donc compris. Très bien, ça me rassure. Donc, Quentin a déjà un petit peu présenté la différence entre private cloud et public cloud. Nous allons rentrer maintenant vraiment dans le slide qui est le vif du sujet à ce niveau-là, parce que ce sont des notions qui sont évidemment très à la mode, mais qui ne sont pas forcément toujours claires pour tout le monde. Alors, le private cloud, comme disait Quentin, c'est assez simple. C'est une infrastructure d'externalisation qui est gérée, comme le disait très bien Quentin, par un partenaire privé entre guillemets classique, que ne sont pas les Google, les Amazon, les Facebook. Donc, je vais prendre un exemple qui me tient plus à cœur que les autres, c'est-à-dire l'exemple de Computerland, qui a une infrastructure private cloud, qui est nommé ici Cloud, ici pour Computerland, donc le cloud de Computerland, qui est là depuis, je dirais, à mon avis, 13-14 ans, qui a des caractéristiques telles que, par exemple, la souplesse technique. On va pouvoir faire, dans le cadre de notre cloud privé, des choses qu'on ne pourra pas faire dans un cloud public. Typiquement, venir héberger un firewall physique spécifique pour un client, nous pouvons le faire. Demander ça à Azure, ce n'est pas tout à fait peut-être impossible, mais ce n'est pas l'imprimerie du coin qui va pouvoir aller négocier ça directement avec Microsoft. Autre spécificité d'un private cloud et de notre private cloud tout particulièrement, c'est le fait que nous avons une localisation belge des données. Nous pouvons, en tant qu'opérateur, nous, de ce cloud, nous en avons la maîtrise à, je dirais, 99,9%. Nous pouvons garantir la localisation belge de ces données à 100%. Et nous pouvons garantir à la limite, sur quel disque vos données se situent. Donc, ça donne évidemment un peu plus de contrôle quant à ce qui est fait de vos données. Également, nous pouvons garantir une gestion multi-opérateur beaucoup plus fine, évidemment, qu'avec tout ce qui est cloud public et Azure en particulier. Nous verrons ça dans un des exemples que nous fournirons tout à l'heure. Nous verrons en quoi cela peut avoir son intérêt. Donc, si je résume le private cloud, je dirais les 4 choses que l'on va faire typiquement dans du private cloud, c'est du hosting, du housing, de l'infrastructure as a service et du DRP. Hosting, housing, grosso modo, housing, c'est un mot que nous n'avons peut-être pas défini. C'est tout simplement le fait de mettre de l'équipement physique d'un client dans un data center. Voilà, et le hosting, c'est le fait de faire principalement de l'infrastructure as a service. Tout à fait. Et donc, le second volet, qui est la partie public cloud. Ici, on va avoir évidemment un focus 100% Azure, pour ce qui me concerne en tout cas.
La comparaison qu'on peut faire essentiellement, c'est l'optimisation des coûts. La partie Azure va, par exemple, un des éléments qu'on verra plus tard, on va pouvoir le facturer à la minute, à la consommation. Donc, autrement dit, vous ne consommez pas, vous ne l'utilisez pas, on l'éteint, vous ne le payez pas. Très simple. Si vous allez, par exemple, consommer une machine la même pendant 3 ans, il y aura des solutions qui vont pouvoir être mises en place pour que vous payiez pour payer moins cher la facture mensuelle. La différence, évidemment, c'est que Azure, on n'est pas basé sur la Belgique et non plus le Luxembourg. On est basé sur le monde entier, une 52, je pense, de tête, régions dans le monde, donc un ensemble de data centers. Je reverrai plus tard la partie définition à ce niveau-là. Écosystème très riche, parce que même si, entre guillemets, vous n'allez pas pouvoir mettre votre firewall, votre boîtier dans la partie Azure, vous allez pouvoir utiliser un marketplace, donc c'est-à-dire un endroit où vous allez, comme sur le GSM, vous voulez tester une application, vous pouvez l'utiliser à la minute dans Azure. Et évidemment, si vous souhaitez une marque de firewall spécifique par rapport à votre entreprise, si vous voulez du Barracuda ou autre, tout ça existe à la consommation, aussi bien le boîtier virtuel évidemment que la licence de consommation. Extensibilité, l'avantage d'Azure, c'est que lorsqu'il n'y a plus de place, Microsoft arrive avec un camion qui déplace, qui ajoute tout un rack, un ensemble de racks complet de serveurs. Donc, d'un point de vue extensibilité, on est limité. C'est la place géographique qui va délimiter cette partie-là. Et en termes de contenu, les 4 piliers qu'on va pouvoir mettre, hosting, housing, non, en effet, on ne va pas pouvoir arriver avec son serveur devant la porte de chez Microsoft pour aller le racker. Ça ne sera pas jouable. Par contre, tout ce qui tourne à l'infrastructure à ce service, le plateforme, le software à ce service, le DRP et tout un ensemble d'éléments, les chatbots, la partie intelligence artificielle et ainsi de suite, évidemment, est intégré dans Azure, ce qui malheureusement n'est pas faisable dans un private cloud à l'heure actuelle. Donc, ce sont deux concepts qui sont évidemment relativement proches sur le concept de cloud, mais qui, d'un point de vue pratique, sont vraiment fondamentalement différents sur beaucoup d'aspects. Une troisième chose que je voudrais quand même mentionner, c'est le concept très à la mode actuelle de hybrid cloud. Tout à fait. Qui est évidemment très utile pour beaucoup de choses. La première, c'est que énormément de nos clients, la plupart des gens actuellement font de l'hybride. Ne serait-ce que parce que pour 80% d'entre vous, je suis persuadé que vous avez de l'exchange online. Et si ce n'est pas le cas, vous y passerez probablement d'ici peu de temps, parce que c'est la meilleure solution. Mais donc, ce faisant, vous faites du software as a service, peut-être sans le savoir, mais vous consommez du software as a service, donc vous êtes quelque part déjà dans une logique de public cloud. Donc, la plupart des clients que nous mettons dans un cloud, qu'il soit dans un cloud privé, font de l'hybride parce qu'ils consomment du SharePoint Online, de l'Exchange Online, ils font du Teams. Donc, il y a déjà cette notion d'hybridation. Par contre, la notion d'hybrid cloud telle qu'elle est, je dirais, expliquée dans la littérature est généralement en lien avec vraiment une gestion multi-cloud selon les workloads que l'on va vouloir faire fonctionner, soit dans un cloud privé, soit dans un cloud public A, soit dans un cloud public B. En pratique, dans ce que j'appelle le mid-market, c'est-à-dire la société ou l'entreprise wallonne entre 20 et 200 personnes, c'est un concept que l'on voit pour l'instant encore pas énormément. Je ne sais pas si tu peux... Tout à fait. Même d'un point de vue au Luxembourg, on est exactement dans la même situation. Par contre, un élément qui est complet, que ce soit dans un private cloud, public cloud ou dans une logique de mise en place de solutions hybrides, Computerland a la maîtrise de 100% du stack, aussi bien de la partie études, implémentation, support, mais surtout la partie la plus intéressante pour nos clients,
qui est l'optimisation et l'exploitation des ressources. Le but étant évidemment, pour les clients, que le tout soit le plus simple possible. Tout à fait. C'est également peut-être le point sur lequel il faut insister le plus lourdement, c'est le fait que le but du cloud est de simplifier la vie pour le client final. Ça, je pense que c'est le grand mot qu'on essaye de retenir du cloud. Et que pour cette simplification soit tout à fait effective, il faut, selon moi, un acteur spécialiste. Oui. Et ça tombe bien, nous vous proposons que ce soit Computerland. Donc, ici, un rapide schéma, une vision très très simplifiée de l'infrastructure private cloud que nous avons mis en place depuis 13-14 ans au sein de Computerland. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu une évolution, je dirais quasiment permanente de cette infrastructure C-Cloud que nous proposons à nos clients. C'est éprouvé, c'est stable, ça fait, comme je disais, de nombreuses années que c'est là. Le plus important à savoir dans le cadre de cette infrastructure, ce sont deux mots, segmentation et redondance. La segmentation, c'est quoi? C'est garantir que les différents clients qui sont hébergés au sein de Computerland, on va dire typiquement pour de l'infrastructure et de services, pas que, mais c'est typiquement, seront dans des environnements totalement séparés et ne pourront jamais, au grand jamais, envisager de marcher sur les plates-bandes ou se faire marcher sur leur plate-bande par un autre client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été à la base de toute la réflexion et de toute l'architecture de l'infrastructure C-Cloud depuis le début. Le deuxième mot clé est évidemment redondance. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas tomber en panne. C'est quand même le gros point fort d'aller dans une infrastructure cloud, c'est que vous allez nous confier la certitude de la haute disponibilité de vos données. Que si vous deviez le faire dans une infrastructure on-premises, évidemment, ça nécessite de penser à énormément d'aspects en termes de redondance et en termes de sécurisation. Ici, a priori, tout est dédoublé. Serveur, firewall, salle, data center, connectique, le maximum de choses est redondant pour vous garantir la disponibilité la plus haute possible en tant qu'opérateur cloud régional. Tout à fait. On va mettre en relation C-Cloud avec la partie Azure. Donc Azure, on est à l'heure actuelle à 54 régions, donc ce qui veut dire qu'on a un ensemble de data centers sur l'entièreté du globe. Depuis peu, Microsoft a mis en place la partie Afrique. Donc si vous avez des clients sur le continent africain et que vous avez des problèmes de latence sur un hébergement qui est situé par exemple en Europe, vous pouvez très bien maintenant consommer des ressources en Afrique pour avoir à côté une expérience utilisateur bien plus satisfaisante. Microsoft est propriétaire de ces lignes Internet et chaque région est interconnectée avec l'ensemble du reste du globe. Donc, il n'y a pas de problème de télécom lié à Microsoft spécifiquement, tout est redondant à ce niveau-là. Même que ce soit avec des lignes sous-marines que maintenant avec la partie satellite. Une région, je l'ai déjà dit plutôt quelques fois, une région, c'est un ensemble de data centers physiques. Un data center physique va contenir plusieurs salles IT. Donc jusque-là, très simple. Il faut savoir que par défaut, on va configurer un élément, on va dire, de l'infrastructure as a service. Le stockage sera répliqué 3 fois, une fois dans chaque bâtiment d'une même région. Ça, c'est le standard Microsoft. Si vous souhaitez avoir une redondance bien plus élevée, évidemment, on va pouvoir faire des réplications complètes et asynchrones, asynchrone, je dis bien, vers d'autres régions du monde. Toute cette partie-là, c'est vous qui allez le mettre en place, ou avec notre aide évidemment, si vous le souhaitez, évidemment.
Et si vous avez peur du GDPR et ainsi de suite, vous avez la mainmise totale sur la localisation de vos données. Ça, c'est vraiment un point que je m'efforce de répéter à chaque session, mais le cloud public n'est pas un cloud où vous ne savez pas où se trouve votre donnée. Vous le savez et vous pouvez les répliquer où vous le souhaitez. Si je prends un niveau plus bas, par exemple, du SQL as a Service, donc du plateforme as a Service, par défaut, si vous le consommez en West Europe, donc à Amsterdam, il sera répliqué à Dublin. Donc on reste toujours en Europe sous le cadre de la législation GDPR à ce niveau-là. Donc aucun problème. Impeccable. Merci Quentin. J'espère que c'est clair. Pour moi, c'est clair, mais Voilà, il faut dire que je connais un peu le sujet aussi. Donc, ici, nous avons voulu présenter un exemple d'infrastructure en mode private cloud. Bon, on pourrait vous en montrer beaucoup. On a, je pense, quelque chose comme 300 clients au niveau de l'infrastructure private cloud de Computerland. Ici, j'ai voulu montrer l'administration communale d'Esneux, qui a son infrastructure dans notre cloud depuis, je dirais, 3 ou 4 ans, ouais, de mémoire quelque chose comme 3 ou 4 ans, à son entière satisfaction. Pourquoi est-ce que l'administration communale d'Esneux est un bon candidat pour du private cloud? Eh bien, pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que, en tant qu'administration communale, les applications que utilise cette administration communale doivent être en lien avec, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais des choses comme le registre national, la banque Carrefour, ce genre de choses. Donc, ça nécessite d'avoir une connectique un petit peu spécifique. Également, l'administration communale d'Esneux a une série de sites et veut garantir une certaine qualité de service entre les différents sites et les données qui sont hébergées dans un cloud. Pour ça, ce n'est pas du tout impossible de le faire dans un mode cloud public Azure. Simplement, vous allez devoir arriver à des notions un petit peu plus, on va dire, financièrement challenging que sont ExpressRoute. C'est-à-dire que vous allez devoir vous arranger avec un partenaire télécom pour définir un lien privilégié entre ce partenaire télécom et les data centers de Microsoft. Ce sont des choses qui sont de plus en plus communes, mais qui n'ont pas vocation à être fondamentalement bon marché pour une administration communale qui a quelques dizaines d'utilisateurs informatisés internes. Très honnêtement, d'un point de vue financier, ça ne tient pas spécialement la route. Par contre, le fait d'avoir un cloud privé permet de se mettre d'accord avec un opérateur télécom local qui va pouvoir vous faire tout ce que vous voulez, mettre à la qualité de service qui sont nécessaires. Voilà. Ce sont des raisons pour lesquelles l'administration communale d'Esneux, pour le type de consommation cloud qu'il veut faire, est un excellent candidat pour un cloud privé et ça le restera. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est une question que vous pouvez peut-être vous poser. Tiens, Computerland opère des services sur base d'une structure cloud privée et d'une structure cloud publique. Est-ce qu'ils vont laisser tomber la première pour la deuxième? Non. Pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Tout à fait. Concernant, si je reprends la problématique, par exemple, de la liaison MPLS avec l'ExpressRoute, une des solutions, des workarounds à l'heure actuelle qui est souvent utilisée, par exemple, c'est la mise en place d'un VPN venant de Azure vers le site central de la société. Et puis ensuite, en effet, la logique du MPLS reste tout à fait d'actualité. Par rapport à Azure, je vais présenter ici le cas de 2 clients qui sont CDCL au Luxembourg et Groupe François au Luxembourg et en Belgique. Tous deux ont des solutions, avaient une solution de cloud privé, que ce soit hébergé chez un EBRC, chez des providers spécifiques au Luxembourg pour le premier, et pour le Groupe François, c'était chez un autre provider de cloud privé en Belgique, dont j'ai oublié le nom. Le problème qu'ils ont eu, tous les deux, c'est le premier, c'est une évolution. En effet, les deux sociétés souhaitaient consommer des plateformes as a service.
Malheureusement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la partie private cloud ne le permet pas, ou ne le permet pas du moins facilement. La partie optimisation de coûts était aussi un élément spécifique pour le cas des deux clients, où ils avaient une logique de forfait par mois pour l'ensemble de leur VM. Et s'ils voulaient optimiser ce coût-là, ce n'était pas possible, sauf s'ils supprimaient des machines virtuelles. On a challengé ces deux clients vers une migration Azure. CDCL est 100% Azure à l'heure actuelle. Gros François est en mode hybride pour l'instant, avec une logique de migrer vers Azure en 100%. Élément qui nous a permis de différencier l'utilisation, par exemple, et le besoin de migrer vers Azure, c'est le Windows Virtual Desktop. Windows Virtual Desktop, le WVD, comme vous pouvez le voir dans le slide, c'est le produit le plus intéressant depuis, on va dire, depuis 8 ans, plus ou moins, depuis que Office 365 existe. C'est vraiment une révolution chez Microsoft qui a permis, en fait, de consommer un bureau virtuel, que ce soit à plusieurs ou en mode VDI, donc chacun le sien, sans gérer cette complexité d'infrastructure, sans gérer les accès, la redondance, l'accès au profil. Toute cette partie-là est gérée par Microsoft. Donc enfin, vous avez un besoin qui est consommer un bureau virtuel, par exemple pour faire du télétravail, vous allez consommer que ce besoin-là. On ne va pas devoir commencer à mettre toute une multitude de serveurs de gestion derrière. Et surtout, c'est sécurisé by design par Microsoft. Et c'est moins cher. Et accessoirement. Merci pour le spoil, mais en effet, c'est moins cher au final, parce qu'on n'a pas toute cette logique de gestion. Alors vous allez me dire, oui, mais je suis en Citrix, je suis en VMware View, pas de souci. On peut challenger au bon moment pour faire un passage de migration de l'un vers l'autre si vous le souhaitez. Il y a des solutions chez des concurrents du style Citrix qui permettent aussi tout doucement d'arriver à une logique de Windows Virtual Desktop, mais malheureusement l'aspect coût reste toujours un frein pour les clients qui souhaitent rester en Citrix. En termes de stabilité, Windows Virtual Desktop est l'équivalent de Citrix à l'heure actuelle, surtout depuis qu'ils ont racheté une société qui s'appelle FS Logic, qui permet d'optimiser le flux de la partie profil et surtout le flux vidéo. Donc si vous êtes en Teams dans la session Windows Virtual Desktop, le flux vidéo ne va pas devoir aller jusque chez Microsoft pour aller chez votre client ou votre prospect ou votre partenaire. C'est directement votre PC qui va émettre en direct. Ouais. On pourrait en faire sur Windows Virtual Desktop approximativement 2 heures. Oui. Qu'on aurait un petit peu couvert gentiment le sujet. Donc voilà, vous aurez compris que c'est très intéressant. Tout à fait. Mais touffu. Touffu. Deux derniers éléments, entre guillemets, qui sont très, très importants à retenir. Windows Virtual Desktop est actuellement la seule plateforme multisession 100% compatible Office 365, Microsoft 365 à l'heure actuelle. Donc la suite Office est 100% compatible et supportée. Les licences se font à la sauce 365, donc dans le même portail. Restriction de Windows Virtual Desktop uniquement Azure. Donc vous ne verrez jamais ce type de solution dans un private cloud et encore moins chez les concurrents de style Amazon ou Google, pour l'instant en tout cas. Ce qui est une des raisons pour lesquelles nous faisons de l'Azure. Tout à fait. Mais la sécurité dans cela, mon bon Quentin. Ah, sécurité. Le cloud, c'est bien connu, ce n'est pas sécure du tout. C'est faux. C'est ce qu'on entend, non? C'est souvent ce que l'on entend en tout cas. Évidemment, c'est une mythologie, c'est totalement faux. La sécurité dans le cloud est évidemment un aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à des partenaires de choix. Que ce soit cloud privé ou cloud public, ce n'est pas parce qu'on va déléguer une partie qu'il ne faudra pas s'en tracasser. On va vraiment, dans ce cas-ci, faire un focus sur les deux côtés. Le cloud secure ou pas, première restriction du cloud, c'est qu'on va devoir vous certifier sur un contrat les SLA. Si vous avez une solution en on-prem, il y a downtime, entre guillemets, vous serez les seuls responsables parce que c'est de l'infrastructure qui est on-premise. Le cloud, vous allez consommer une ressource qui sera soumise sous un SLA. SLA non respecté veut dire remboursement d'une partie. Exemple, par exemple, qui est mis sur le slide,
et que j'ai vu trop souvent dans ma vie, malheureusement, une infrastructure on-prem qui est mise dans une salle IT, climatisée, pas de souci. Par contre, pas de verrou sur la porte. Si la femme de ménage a besoin d'une prise pour commencer à aspirer, peut retirer la prise de l'ensemble du rack et commencer à aspirer et faire son travail. On reprend toujours cet exemple-là, c'est du vécu, ce n'est pas spécifiquement un mythe. Les équipements peuvent être volés. On a déjà assisté à des choses relativement terribles à ce niveau-là, sur le fait qu'une salle informatique soit accessible au travers même parfois d'un simple verrou. C'est beaucoup trop peu. C'est tout à fait. Ici, la protection, donc tout ce qui est périmètre réseau, sera évidemment de la responsabilité de l'intégrateur. C'est pour ça qu'on a des plans de pen test, que ce soit dans le cloud privé ou le cloud public. La sauvegarde des données, ça aussi, c'est quelque chose que l'on a trop souvent connu. On fait une sauvegarde dans la même salle IT et c'est tout. Donc, c'est-à-dire que si la salle IT brûle, on prend toujours cet exemple-là, ben, les données backupées se retrouvent au même endroit. Donc, attention, il y a un souci. Ou combien de fois n'a-t-on pas vu des données soi-disant sauvegardées, mais aucune vérification régulière de la validité des sauvegardes, aucun plan de restauration ou un plan de restauration annuel, Oui. Ce qui est probablement et ce qui est très certainement beaucoup trop faible. Tout à fait. Et dans la plupart des sociétés, avoir une infrastructure IT, on va déjà dire secure, va déjà être compliqué, mais il est clair que si on essaye d'avoir le même standard que le cloud, qui est d'en avoir plusieurs et de façon sécurisée, là, le portefeuille va commencer à dire non. Et donc, c'est pour ça, toutes ces raisons-là, en tout cas, que le cloud est intéressant. Okay. Merci. Merci, Quentin. Donc, petite présentation ici de la sécurisation au niveau cloud dans le cas très précis de notre cloud privé, C-Cloud. Donc, il est opéré dans 2 data centers Tier 3 entièrement sécurisés. Donc, effectivement, pour y rentrer, ce sera très difficile. Donc, le contrôle d'accès est très strict. Les clients, comme je disais tout à l'heure, totalement isolés dans une bulle complète au niveau réseau. En termes de gestion de cette segmentation et de gestion de la sécurisation de l'accès Internet, nous avons des équipements checkpoint redondants qui sont d'un niveau déjà quand même très élevé, quelque chose que, je dirais, le commun la société lambda en Wallonie, généralement, ne peut pas se payer ce genre d'équipement parce que c'est littéralement impayable. Ici, il y a une mutualisation des 300 clients pour pouvoir bénéficier effectivement de ce niveau de sécurité qui est largement supérieur. Encore une fois, redondance à tous les niveaux et by design, la sauvegarde des données, quel que soit ce que nous sauvegardons dans notre cloud privé, c'est sauvegardé avec différents niveaux de RTO et de RPO, donc plus ou moins de points de restauration, plus ou moins de redondance, mais tout est backupé by design. Merci Philippe. Évidemment, Azure, même Computerland, on ne va pas pouvoir aller se balader dans les data centers de Microsoft, même s'il y a quelques endroits qui seraient sympas à aller visiter. Ici, on va arriver sur la partie sécurité, surtout de la confiance. C'est pour ça que Azure Security Center existe et est mis en place. Cette solution va vous permettre d'avoir une vue sur l'ensemble de votre parc cloud, donc la partie consommation, et vous donner toute une série de best practices à appliquer. Antivirus, patching automatique, backup, policy, par exemple, si vous souhaitez que vos données restent en Europe, on va pouvoir mettre une police qui vous dit tout simplement, ben voilà, les data centers en dehors de l'Europe ne pourront pas être choisis pour vos données. Donc toute cette partie-là sera mise en avant dans un seul dashboard que vous pourrez évidemment utiliser. Et si par exemple, malheureusement, il y a eu cette panne il y a quelques années, qui était une faiblesse sur les processeurs Intel,
La partie Azure vous indique que votre host, votre machine virtuelle était mise sur un host avec un processeur Intel qui n'était pas patché et vous demandez simplement de redémarrer la machine pour libérer le host pour qu'il soit mis à jour. Donc toute cette partie-là, évidemment, le Security Center va en tenir compte. Azure Sentinel est le deuxième outil de sécurité qui est mis à disposition, qui va vous permettre de collecter toute une série de logs, et Dieu sait qu'il y en a, que ce soit d'infrastructures à ce service, de Azure, de Office 365, d'autres clouds ou de votre on-prem, et grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning, va vous proposer des dashboards compréhensibles. Exemple, très simple, si je fais un connecteur vers Office 365, vous allez avoir une vue de qui se connecte depuis où. Par exemple, si je l'active et que je vois que Quentin, moi-même, se connecte depuis un pays étranger, ça va être étonnant, parce que je suis tout simplement en Belgique aujourd'hui. Donc ça va vous permettre d'avoir une vue sur la sécurité de vos utilisateurs aussi. Impeccable. Donc on voit que ce sont deux visions de la sécurité évidemment assez différentes selon qu'on est dans un cloud privé ou dans un cloud public. On aborde ça selon des axes qui sont vrais et évidemment très très différents. Petite partie financière pour vous présenter un petit peu la différence en termes de type de facturation. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un cloud privé et un cloud public? Dans notre mode cloud privé, C-Cloud, c'est relativement simple. On a un prix par machine virtuelle, c'est tout à fait classique, par nombre de vCPU, donc quelque part par puissance processeur que vous voulez, par nombre de gigas de RAM, par nombre de gigas d'espace disque que vous décidez, soit vous avez trois niveaux de performance différents, et après vous avez, comme je disais tout à l'heure, des niveaux différents au niveau backup en termes de points de restauration et de rétention. Une semaine, 3 mois, 1 mois, 5 ans, 10 ans, 5 je pense. Donc voilà, nous avons toute une série, nous avons un catalogue et un calculateur qui permet de fournir un budget très rapidement. Une alternative est éventuellement pour certains clients de faire ce que nous appelons une formule host-based, où là nous ne louons plus directement des machines virtuelles, mais nous louons des serveurs de virtualisation sur lesquels nous opérons des machines virtuelles. C'est à la fois exactement la même chose et pas du tout, en ce sens que ça nous permet tout simplement de garantir que les machines virtuelles d'un client donné sont sur un serveur de virtualisation ou plusieurs serveurs de virtualisation bien identifiés. Ça permet principalement quoi? Que les clients puissent récupérer des licences Microsoft qui ne seraient pas compatibles sinon avec un mode de fonctionnement, je dirais, mutualisé. Voilà, c'est juste une parenthèse. La granularité est une granularité par journée. Donc, effectivement, on vérifie tous les jours quel est le nombre de machines virtuelles, quelles sont les ressources consommées par un client. Ce qui est une différence avec ce que vous allez voir dans quelques secondes, où dans Azure, on est vraiment sur une tarification à la minute ou à la seconde. Tout ça, je laisse Quentin qui en parlera mieux que moi. Donc, la grosse différence entre le C-Cloud et Azure, c'est que ici, vous allez être facturé sur une consommation à la minute d'une machine, d'un élément cloud allumé. Tout ce qui est éteint, ce qu'on appelle désallocated, n'est plus facturé. Donc, évidemment, l'aspect intéressant, c'est que si vous ne travaillez pas du tout du week-end, on peut mettre en place des solutions de shutdown et de power-on automatiques qui vont faire baisser drastiquement votre pricing mensuel. Azure Cost Management, là, on arrive dans une logique où vous avez besoin d'avoir de la confiance. Cette confiance va venir de quel côté? C'est qu'on vous donne la main sur votre facture. Computerland est là comme étant un intermédiaire et ne va pas vous vendre un chat dans un sac. Vous avez la vue totale. Si vous voulez mettre des alertes quand vous dépassez un certain montant, on peut le faire. Si vous voulez avoir une prédiction de votre coût fin de mois, elle sera disponible. Vous pourrez la gérer vous-même. Nous ne faisons que refacturer la consommation Azure, ce qui est visible dans ce portail. Évidemment, c'est très intéressant si vous avez un département
recherche et développement, où vous allez pouvoir mettre un budget mensuel pour ce département, pour qu'il ne dépasse pas et vous n'avez pas de surprise fin de mois. Voilà, c'est à la fois très, très agréable et parfois difficile pour nous de garantir, par exemple, ce que va coûter au centime près l'infrastructure cloud d'un client dans Azure le mois prochain. Ça va dépendre d'une multitude de paramètres. Oui. Nous pouvons être relativement précis sur l'estimation de ce que sera la consommation. Par contre, c'est vraiment une estimation à la consommation. Oui. Pas plus que vous ne pourrez savoir au mois de novembre ce que vous allez consommer en électricité ou en gaz ou en mazout chez vous. C'est exactement la même logique. Ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faut bien comprendre comme différence entre un private cloud et un public cloud où évidemment budgétairement, c'est différent. Par contre, dans Azure, comme tu disais aussi, il y a toute une série d'optimisations que l'on peut envisager de faire qui sont plus difficiles que dans un private cloud. Tout à fait. Et c'est là que nous sommes quelque part là, je dirais, pour vous aider. C'est également pour vous guider dans les différentes solutions qui sont à votre disposition. Je parlais tout à l'heure de simplicité, de simplification. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur lorsqu'on vous propose des solutions cloud. Maintenant, c'est clair que derrière, il y a de la complexité technique, surtout dans ce que nous opérons dans le cadre d'un private cloud, mais ça, on le cache totalement à nos clients. Il y a également, dans le cadre d'Azure, une complexité qui est plus sur la richesse de l'offre qui est offerte par Azure. Et donc, il faut connaître les petites ficelles sur le bon type de machine virtuelle à louer et sur quel type d'optimisation réaliser. Est-ce que l'on va éteindre tel type de machine virtuelle pendant la nuit? Est-ce que l'on va plutôt aller sur un mode où on dit à Microsoft, bah, écoute, finalement, telle et telle machine virtuelle, fixe-les-moi pour... Enfin, fixe-les-moi. Je vais les consommer. Je te garantis que je vais au moins les utiliser pendant un an. Et éventuellement, elles pourront grandir, mais on essaiera de ne pas aller en dessous en termes de dimensionnement. À ce moment-là, Microsoft dit, ah, si tu fais ça, je peux t'offrir un discount très intéressant sur le prix de CVM. Donc voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait faisables, mais pour ça, c'est intéressant pour nos clients, je pense, d'avoir un Computerland pour les aider. Et donc, on va un petit peu rapidement passer les différentes options et les possibilités de support dans le cadre, du cloud privé ou du cloud public. Cloud privé, ce qu'il faut clairement dire, c'est que nous sommes à la base, dans notre rôle de C-Cloud, nous sommes un opérateur, nous avons une casquette d'opérateur cloud privé. Donc, dans ce cadre, nous fournissons une disponibilité jusqu'à la machine virtuelle comprise. Operating system, a priori, non compris. Donc, pour ça, vous avez un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec un SLA de 99,9%. Si vous désirez que nous prenions la responsabilité sur ce qu'il y a à l'intérieur de la machine virtuelle, et c'est avec plaisir que nous le faisons, à ce moment-là, soit vous avez des contrats de support spécifiques, nous avons toute une gamme de produits de support spécifiques, soit nous proposons des médailles par machine virtuelle avec différents niveaux, je dirais, de prise de responsabilité de Computerland au niveau de l'incident management et de la maintenance proactive et de la fenêtre à laquelle vous avez évidemment l'accès à notre service desk. Et évidemment, Azure n'échappe pas à la même logique. Il y a 3 volets en infrastructure as a service parce que le besoin en compute est généralement différent d'une machine à l'autre. Et surtout, on n'oublie pas la partie service liée à la partie plateforme parce que oui, il y a besoin aussi de gérer cette partie-là. Vous allez voir, il y a toute une série de catégories. Le général, on va être toujours up-to-date et vous proposer des améliorations ou des changements. Par exemple, vous avez du Citrix, vous souhaitez du Windows Virtual Desktop, ça fait partie de notre responsabilité, ça fait partie de notre service. La protection,
Vous avez vu, on peut activer le backup, la partie DRP et le monitoring, mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir délocaliser cette gestion-là. Et donc, Computerland, dans cette gestion, va pouvoir, valider les backups, les tester et vous faire un rapport, mais surtout, va pouvoir mettre aussi la partie garde en 24/7, uniquement en 24/7 dans notre cas, pour votre compute. Donc, on a un système de garde qui va vous prévenir jour et nuit de savoir si vous avez un incident. Le patch management, première faille de sécurité, les updates, est pris en compte dans la plupart de nos packs. Le change tracking, l'incident management, évidemment, la partie support reste d'actualité chez Computerland. Le call management et l'incident est pris en charge dans une partie des packs. L'autre sera associé à un contrat de support existant, par exemple. Et si vous souhaitez ce qu'on appelle un VIP support, qui est en fait une personne dédiée qui connaît sur le bout des doigts votre infrastructure, ce type de solution existe aussi dans la partie Manage Azure. Évidemment, les contrats de support classiques de Computerland peuvent également s'appliquer dans le cadre des environnements Azure. Ce qui fait que nous sommes 13h28. Il nous reste donc la fabuleuse somme de 2 minutes pour répondre aux questions les plus fréquentes que notre ami Nicolas va nous donner. Vous pouvez également envoyer des questions à operations@computerland.be. Il est clair que nous n'aurons pas fini en 2 minutes, donc les personnes qui veulent nous quitter peuvent le faire l'âme en paix, parce que nous enverrons un document reprenant ces questions-réponses. Mais je vais passer la parole à Nicolas qui va peut-être nous donner les quelques questions-réponses les quelques questions qui reviennent peut-être le plus fréquemment. Bonjour à tous. Au niveau des questions, ça a été un peu calme. J'ai eu une question au niveau du Windows Virtual Desktop, au niveau des ressources. Donc, le Windows Virtual Desktop est simplement une machine virtuelle avec une couche Windows 10 pour l'interface utilisateur. Et toute la partie couche de sécurité et d'accès est simplement gérée par Microsoft. Donc, le Windows Virtual Desktop est simplement une machine à laquelle on alloue une ressource processeur et RAM, classiquement comme une simple machine. Et très étonnamment, il n'y a pas de licence Windows Server qui s'applique sur cette machine virtuelle. Donc, généralement, ce qu'on appelle un Session Host Windows Virtual Desktop coûte généralement assez nettement moins cher que les machines virtuelles en mode infrastructure et de service que vous allez utiliser pour votre serveur de base de données, pour votre file server, pour tous les autres serveurs que vous auriez dans votre environnement Azure. Et Nicolas, par exemple, si j'ai un logiciel de DAO, est-ce que ma carte graphique que j'ai sur mon PC super puissant va pouvoir fonctionner dans le Windows Virtual Desktop ou il y a une alternative? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, donc, au niveau Azure, donc, il y a beaucoup de types de machines virtuelles. Donc, il y a aussi des machines avec des cartes graphiques qui sont dédiées. Donc, tout ça doit faire par une analyse avant le déploiement pour pouvoir le faire. Donc, toutes les possibilités sont disponibles dans Azure. Il faut juste bien anticiper ce genre de choses. Donc, si j'ai un logiciel style AutoCAD et autres, ce sera compatible. Ça peut être compatible, voilà. Mais ce ne sont pas des machines classiques, ce sont des machines dédiées avec des processeurs et des cartes graphiques séparées pour pouvoir faire le rendu graphique qui est 3D demandé par les applications. Sachant qu'il y a, je pense, des centaines de profils de machines virtuelles, de machines virtuelles dans Azure, il y en a une quantité absolument énorme, selon effectivement selon leurs caractéristiques, plus ou moins de performance graphique, plus ou moins de performance CPU, plus ou moins de performance disque, c'est énormément de profils différents. Oui. Sinon, si tu n'as pas d'autres questions précises, des personnes peuvent tout à fait se démuter pour nous en poser une oralement. Non, je n'ai pas d'autres questions dans le chat. À votre bon cœur, messieurs, dames. Moi, je voulais juste, bonjour, je me présente, Samuel Chapon. Malheureusement, donc moi, franchement, je trouvais que la présentation était très intéressante. Mais j'avais une question plus particulièrement, j'ai dû louper les 10 dernières minutes, donc où on expliquait un petit peu tout le monitoring du cloud. Je voulais savoir si la vidéo qui est enregistrée, elle serait accessible ou pas
pour que je puisse profiter de ces informations. Oui, tout à fait. Nous allons faire en sorte qu'elles soient accessibles. Ok, ben, je vous remercie beaucoup. Et on enverra le lien par mail avec la copie des slides, bien entendu. Ok, c'est parfait. Et en tout cas, voilà, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Merci. Et pour tout client, de toute façon, qui désirerait une version un petit peu plus personnalisée, voilà, qui dit ça, voilà, ça a l'air vachement intéressant. Est-ce que éventuellement il y aurait moyen d'en discuter de façon plus personnalisée? Faites-vous plaisir, un petit mail à operations@compuran.be et ou un petit mail à votre contact commercial si vous savez qui il est, et on se fera un plaisir de revenir vers vous. Tout à fait.